Les hacks à 200 millions en DeFi, ça arrive assez régulièrement. Mais les hacks à 200 millions, le hacker repaye tout, ça arrive jamais. T'as un stablecoin qui est censé à ce moment-là valoir $1,06, qui est passé à 65 centimes pendant quelques heures. T'es dans quel état d'esprit toi à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Le FBI t'a contacté par mail? La Silicon Valley Bank, dans laquelle Circle, qui est l'entreprise derrière l'USDC, avait mis beaucoup de ses fonds, est en situation de faillite. Pourquoi vous aviez commencé par un stablecoin euro et pas tout de suite dollar? Salut Pablo, bienvenue dans Crypto Coulisses. Salut Gary, merci beaucoup de m'inviter. Avec plaisir. Déjà pour commencer, on va revenir sur le mois de mars 2023, le fameux mois où tout a failli basculer pour Engel. On va revenir sur la faillite de la SVB, puis le hack de l'Air Finance. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces deux événements, coup sur coup, qui ont eu lieu Ouais. qui ont... Je peux peut-être donner déjà un tout petit peu de contexte Carrément. pour expliquer comment on s'est retrouvé impliqué là-dedans. Ouais. Donc Angle, on a un protocole de stablecoin. La façon de faire des stablecoins chez nous est décentralisée, donc on fonctionne un peu dans l'idée comme fonctionne Maker, qui est derrière le stablecoin, le DAI. Et à l'époque, en mars 2023, on avait un mécanisme qui est d'ailleurs différent du mécanisme qu'on a maintenant, où en gros, on acceptait des USDC pour minter notre stablecoin euro, qu'on appelait l'AGEUR, qu'on a rebrandé récemment en EUR-A. Et on avait des mécanismes pour s'assurer contre le taux de change dollar-euro. Et les dollars qui étaient déposés chez nous, les USDC, ils étaient investis dans des protocoles de prêt. Donc, il y en avait un peu sur AV, un peu sur l'air, un peu sur Compound. Et donc, en gros, quand tu reviens au mois de mars 2023, l'AG euro à l'époque, donc maintenant l'EUR-A, c'est un des plus gros stablecoins euro du marché. On avait 70 millions de dollars dans le protocole, donc 70 millions de TVL, quasiment tout en USDC, pas tout, il y a des petites spécificités, et investi donc dans ces trois protocoles. Pour générer du rendement. Pour générer du rendement qu'on distribue à certains participants dans le protocole. Donc, parce qu'en fait, c'était un truc un peu compliqué. On faisait rentrer, il y avait 3 types d'acteurs, les gens qui voulaient du stablecoin, les gens qui voulaient du yield et les gens qui voulaient prendre du levier et ce faisant nous assurer contre le taux de change dollar-euro. Notre mécanisme était conçu pour que... on avait des moyens de s'assurer si l'USDC ou la valeur des actifs qu'on avait en réserve perdait de leur valeur. Tout était codé chez nous pour que un USDC soit un USDC et pas $1, ce qui était l'erreur que beaucoup de protocoles avaient fait. Et donc, je crois que c'est le 11 mars 2023, on se réveille en apprenant que la Silicon Valley Bank, dans laquelle Circle, qui est l'entreprise derrière l'USDC, avait mis beaucoup de ses fonds, est en situation de faillite. Et donc, potentiellement, Circle n'avait plus assez de dollars pour garantir la stabilité des USDC. Et donc, l'USDC, où tout notre système était construit autour de l'idée, un USDC, ça va valoir $1. Nous, on s'assure contre le taux de change dollar-euro, mais on ne s'assure pas contre forcément... On aurait pu résister à ça, mais c'est quand même mal, quoi. T'as un truc, t'as 70 millions et demain on te dit, tes 70 millions, ils ont perdu 10% de leur valeur. Ouais. Le truc, c'est que nous, on vendait de l'USDC à un USDC, donc à l'époque, à ce moment-là, ça valait 90 centimes, quand tous les protocoles considéraient qu'un USDC valait $1. Et donc en fait, on a eu, donc ça c'était le samedi matin, les premières rumeurs ont commencé à avoir lieu le vendredi. Et donc le samedi matin, on se prend un flux énorme de gens qui sortent leurs EUR contre de l'USDC, parce que on commençait à se douter que les États-Unis allaient réussir à bail-out la Silicon Valley Bank. Donc on prend un afflux massif de liquidités sortantes. Ce qui fait que quand tous les stablecoins avaient perdu leur parité avec le dollar, tous les stablecoins dérivés de l'USDC, le DAI, le Frax, ne valaient en fait le prix de l'USDC. Nous, l'AG euro gardait son prix par rapport à l'euro parce que les gens pouvaient continuer de l'arbitrer, vendre €1, un AG euro contre €1 de collatéral et €1 de collatéral. Avec l'euro, mettons qu'à ce moment-là, l'euro c'était €1, c'était $1, et on leur donnait 1,1 USDC. Donc en fait, nous on avait des USDC qu'on avait acheté $1, qu'on vendait à 90 centimes, donc on encaissait notre perte sèche. Heureusement, le protocole était suffisamment collatéralisé pour être en mesure d'absorber cette perte sèche. Parce qu'il n'y a pas eu, les flux sortants n'ont pas été massifs. On a perdu quand même 20 millions de liquidités Okay. ce jour-là, mais pas
pas forcément que de la liquidité sur laquelle on enregistrait notre perte sèche. D'accord. Nous, avec la gouvernance du protocole, on a quand même monté les frais de transaction parce qu'on comprenait qu'on se faisait arbitrer pendant cette période-là. Et ouais. Parce que pour donner le contexte d'ailleurs, c'est-à-dire que on savait à peu près que le USDC allait retrouver sa parité le lundi. Enfin, on s'en doutait un petit peu, même si c'était pas sûr. Hein. Le samedi matin, c'était vraiment pas sûr. Le samedi matin, c'est pas sûr. Le samedi matin, nous, on avait du mal à comprendre ce qui se passait. On voyait plein d'argent qui sortait. On était, bon, on fait quoi et finalement, on a décidé de pouvoir toujours laisser les gens sortir s'ils voulaient sortir, mais de mettre des gros frais de transaction pour rendre les arbitrages beaucoup moins profitables. Ok. Le truc, c'est que donc, nous, notre argent était investi et notre stratégie d'investissement optimisait un peu le yield qu'on gagnait. En fait, à 70 millions, tu peux pas tout mettre dans AV, tu peux pas tout mettre dans Compound. Enfin, tu peux pas tout mettre dans l'endroit qui yield le plus parce que tu as un effet de marché. Si je dis près de 70 millions dans AV, je vais faire chuter les taux. Et donc, on avait un mécanisme qui essayait d'optimiser l'allocation de notre portefeuille. Un mécanisme complètement permissionless, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait appuyer sur le bouton et automatiquement, ça rééquilibrait nos positions entre les 3 protocoles dans lesquels on prêtait. Okay. Le truc, c'est que quand la liquidité partait de chez nous, la liquidité, elle était tirée de l'endroit où on gagnait le moins. Les endroits où on gagnait le moins à ce moment-là, au moment du dépeg de l'USDC, c'était AV et Compound. Et donc, on s'est retrouvé en fait le lundi matin, momentanément surexposé à Euler. Donc, nous, on avait réussi un peu à limiter la casse pendant le week-end, garder le peg, pas perdre trop d'argent. Et on s'était retrouvé surexposé à Euler. N'importe qui aurait pu appuyer sur le bouton et dire bon, bah, je vais rééquilibrer tout ça, désexposer un peu Euler. Pour remettre un peu sur AV et Compound. Le lundi matin, on avait écrit un post-mortem sur tout le week-end, on était prêt à communiquer. Il se trouve que à 10h03 du matin, on commence à voir un truc bizarre qui se passe sur Euler. On avait perdu beaucoup de TVL ce week-end, on était passé de 70 à 40 millions et on avait à peu près 17,9 millions qui étaient prêtés sur Euler. VS combien avant le... 17,9 millions, ça n'avait pas bougé sur Euler. Okay. Pendant le week-end, on n'avait rien retiré de Euler alors qu'on avait tiré que de AV et Compound. Okay, ouais. Et on voit que Euler se fait hacker à ce moment-là. Protocole de lending, audité 8 fois, 200 millions de TVL, backé par les meilleurs investisseurs sur Terre, comme quoi en DeFi, tout le monde est soumis. C'est le risque de smart contract zéro n'existe pas. Et en plus à ça s'ajoutent les risques économiques qui vont avec à peu près n'importe quel système financier. Et donc, on se retrouve avec avoir prêté 17,9 millions de dollars qui ont disparu. Comment tu as réagi dans ce cas-là ? La réponse, c'est que c'est des scénarios qu'il faut avoir prévus. En fait, nous, quand on a vu le hack, on s'est mis en mode un peu automatique. Donc, nous, on avait une equity de 7 millions de dollars à peu près. C'est-à-dire que si tout le monde se barre du protocole, il reste 7 millions de dollars. Donc, en fait, on était en perte, enfin, c'était plus 8 millions. On était en perte de 10 millions. Il y en avait un trou dans la raquette de 10 millions. Le problème dans tous les systèmes financiers comme ça, où il peut y avoir de l'asymétrie d'informations, c'est le problème du bank run. Par exemple, si j'ai 100 de passifs et 90 d'actifs, j'ai le risque que les 90 premiers, je leur donne les 90 et que les 10 derniers, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais les baisers comptez-vous, ils ont zéro. Donc, en fait, le principe du bank run, c'est premier arrivé, premier servi, et il y a un mécanisme de séquentialité qui se fait au détriment des derniers et qui vont pas récupérer leur argent. Et donc nous, notre premier objectif à ce moment-là, ça a été de faire en sorte, il y a un trou dans la raquette, il faut éviter toute dynamique de bank run, faire en sorte que la redistribution se fasse de façon, s'il doit y en avoir une, se fasse de façon équitable entre tous les participants du protocole. Et donc à 11h, on avait déjà posé tout le protocole. Parce qu'on avait c'est un protocole qui est géré de façon décentralisée, mais on a des adresses, c'était prévu dans la gouvernance, qui peuvent poser pour ce genre de situation-là, et donc bloquer toute interaction avec le protocole. Il faut savoir qu'on l'a fait avant même que Euler soit complètement bloqué, que tout le monde ne puisse pas retirer ses liquidités. Et ça d'ailleurs, pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant le week-end, quand il y a eu le problème avec la SVB Parce qu'on avait monté les frais de transaction, mais on ne voulait pas bloquer les gens. C'était pas une vraie raison, quoi. C'était pas une attaque. Oui, tout à fait. Tu peux pas dire à la moindre alerte, bon, je pose tout. Ce qui est important, en fait, et on pourrait y revenir plus tard, mais
Ce qui est important, c'est que les protocoles aient implémenté de base et de façon, que ces mécanismes arrivent de façon automatique en cas de panique, en cas d'alerte. Nous maintenant, chez Angle, on a bien retenu la leçon. On a un peu le beurre et l'argent du beurre. On a eu la leçon du mauvais risk management, la leçon d'un DPEG massif, d'un Black Swan event. Et donc tous nos systèmes ont des mécanismes qui sont capables de fournir plus de garanties de sécurité pour tous nos utilisateurs si ça venait à se reproduire. En tout cas, plus que sur les autres protocoles de finance décentralisée. Donc, poser tout le protocole. Une fois que tout est posé, que plus personne ne peut sortir, la responsabilité, c'est de communiquer. Tu peux pas cacher la chose sur le tapis. Je pense que si on a essayé de cacher la chose sur le tapis en 12 heures, quelqu'un aurait dit « Attends, mais Angle n'avait pas investi dans Euler ». Et en même temps... la finance décentralisée, c'est censé être super transparent. Tu peux voir tout ce qui se passe dans tous les protocoles. Mais l'information était publique. L'information était publique, mais il faut aller la chercher, quoi. C'est pour ça qu'il y a des boîtes qui vivent sur l'information est publique, mais je la fais quand même parler pour vous parce que c'est un peu du chinois si tu connais pas trop. Et donc, on a communiqué. Et donc, une fois que tu as tout bloqué, que tu as communiqué... Et quelle heure à peu près à ce moment-là Le premier tweet qu'on le met, je crois qu'il est à 14h. Parce qu'on avait tout posé sur Ethereum. En gros, on avait posé à 11h 90% des trucs, mais on avait plein d'autres endroits à poser sur plein de chaînes. Et maintenant, on est préparé. Maintenant, on appuie sur un bouton, on a tous les scripts qui s'exécutent et on n'a plus qu'à signer les transactions pour poser tout le protocole. C'est pour le bloquer, je veux dire pour bloquer le protocole au cas où il y a quelque chose comme ça qui vient à se repasser. Et c'est pas normal. Et Euler a été plus long que nous et je pense qu'il y a plus de protocoles qui seraient beaucoup plus longs qu'on ne l'a été maintenant, encore. Là, nous, maintenant, je sais qu'en 10 minutes, tout est bloqué avant qu'il se passe quelque chose. Mais alors, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu d'un point de vue smart contract, mais à minima, en termes de stratégie, vous aviez prévu ce type de scénario Non, c'est plus le contraire. On avait prévu le scénario de pause dans le smart contract et après, nos smart contracts, on les connaît par cœur. On n'avait pas prévu les scripts automatiques pour poser tous les systèmes, ce qui fait qu'on a perdu une heure. Mais c'est pas des scripts de smart contract, c'est plus de l'opérationnel, des scénarios en mode je me mets en mode automatique. On a réagi assez rapidement, mais on aurait pu réagir encore plus rapidement. D'accord. Donc après se posent des questions légales parce qu'on avait différents participants dans le protocole, il restait de l'argent, comment s'opère la redistribution des fonds entre les différents participants. Nous on a communiqué beaucoup par avocat parce que même si on n'avait fait aucune erreur, tout avait été voté par la DAO, on reste les contributeurs principaux qui avaient développé les smart contracts et qui investissaient dans Euler. Donc on s'est posé plein de questions. Finalement, on a eu énormément de chance. C'est que les hacks à 200 millions en DeFi, ça arrive assez régulièrement. Mais les hacks à 200 millions, le hacker repaye tout, ça arrive jamais. Le hacker a fini par tout repayer 3 semaines plus tard. Il avait d'ailleurs acheté des Ethers avec les USDC qu'il a volés. Et nous, les Ethers, on a récupéré un peu plus en valeur que ce qu'on avait perdu. On aurait pu récupérer encore plus, mais Euler a fait des règles de distribution qui ont été un peu arbitraires, un peu à notre détriment. Mais bon, on se plaint pas parce qu'on a tout récupéré. Et on s'en sort avec la leçon de gestion du risque de smart contract sans que ce soit nous c'est pas nous qui nous sommes fait hacker et un petit bénéfice au niveau du protocole, mais quand même un dommage de réputationnel qui était assez conséquent à ce moment-là. Alors on va revenir après sur les enseignements que vous en avez tirés, mais déjà revenons sur ce hack parce que je trouve ça fou. Donc on parle d'un Argentin qui a à peu près 20 ans, cet Argentin qui a quand même réussi à hacker 20 millions. 200 millions de dollars, et qui a quand même fait un truc fou, c'est qu'il a acheté je sais plus quelques Ethers, l'équivalent peut-être de 100 ou 200 000 dollars d'Ether, et qu'il a fait un virement en fait en Ether vers Lazarus, donc qui est le groupe nord-coréen, parce que c'est eux qui avaient hacké le bridge de Ronin, et ils voulaient un peu les féliciter entre guillemets. Et à partir du moment où les États-Unis ont découvert ça, c'est que le mec en fait est passé de hacker à terroriste en fait. Les États-Unis, moi dès le lendemain j'étais au téléphone avec le FBI, le Department of Justice, ils n'ont pas attendu qu'il fasse ça pour s'en prendre à lui. Mais je pense qu'il a un peu creusé sa tombe en faisant ça. Je pense que en fait quand tu es un hacker, soit tu es un hacker 100% dans l'âme, soit tu tombes de façon opportuniste sur une faille et tu dis qu'est-ce que j'en fais. Quand il y a un hack on-chain, tout le monde se rue sur la donnée on-chain pour voir comment l'adresse a été fundée, est-ce que je peux remonter à des informations sur le hacker. Le truc, c'est que la plupart des informations, tu les trouves off-chain. Parce que le hacker, avant de faire son hack, il a dû regarder le code. Donc, ça veut dire qu'il a dû regarder sur GitHub. Il a dû regarder sur Etherscan les implémentations. Il a dû être potentiellement sur le Discord du projet en question pour poser des questions.
Et tout ça, c'est des mines d'or d'informations que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller chercher. Et je pense que le hacker, ce qui a fait qu'il a fini par rembourser, c'est que c'était pas un hacker professionnel. Il est tombé dedans là-dessus. Et c'était un hacker professionnel, tu mets 18 couches de VPN. Enfin, je suis pas du tout fort là-dedans, mais pour vraiment laisser aucune trace. Et il savait qu'il avait laissé des traces sur différentes plateformes et que d'une façon ou d'une autre, on allait finir par remonter à lui. Donc, il n'a pas fait d'erreur dans l'origine des fonds, dans l'exécution du hack. Bon, après, c'est une connerie sans nom d'envoyer de l'argent à la Corée du Nord. Il a aussi remboursé certains utilisateurs qui disaient j'ai perdu tous mes life savings. Il fait bon, bah tiens, vas-y, je t'envoie 100 Ether. En mode Robin des Bois, quoi. Ouais, un peu Robin des Bois. Et je pense qu'il a compris qu'on allait remonter à lui. Ouais. Et d'ailleurs, je crois, récemment, la team Euler, ils m'ont appelé, qui, pour une autre affaire, après le remboursement, il était en prison en France. L'équipe Euler cherchait à l'inculper pour le hack Euler en France. Donc, il ne savait pas s'il était encore en prison en France ou s'il était sorti en probatoire ou avec un sursis. Mais en tout cas, il a déjà été emprisonné pour autre chose. Dans la DeFi ou rien à voir Je sais pas. Okay. Je sais pas. Et pourquoi en France, tu sais pourquoi en France Je sais pas non plus. Okay. Je sais juste que le fondateur et le chief légal de l'ERM m'avaient appelé pour me demander si je pouvais porter plainte en France pour le hack, pour qu'il y ait un cas qui soit ouvert en France. Okay. Et donc, je les ai plugués avec l'avocat qui est un peu spécialiste de ça en France, c'est Victor Charpia, qui avait beaucoup communiqué sur les condamnations au pénal. D'ailleurs, non, les gens qui n'ont pas été condamnés au pénal, les hackers, là, un tribunal français les avait blanchis sous le prétexte un peu code ISLO. Et donc, ils ont pas volé, ils ont juste utilisé un protocole qui avait mal été construit pour tirer de l'argent. Okay. Donc, il y a une mauvaise jurisprudence pour le moment en France, en tout cas. Ça marche. Donc, pour revenir sur ce fameux hack, c'est-à-dire que l'argent a été retrouvé. Mais est-ce qu'on parle des 200 millions ou je crois que c'était 90% ou c'était... Oui, 90%, mais en fait, au jeu de l'Ether qui a pris en valeur, tout le monde... Et Euler, c'était compliqué parce qu'il y avait des gens qui se sont fait voler du DAI, de l'Ether, etc. Ils ont fait une formule un peu arbitraire parce que, tu vois, combien je te rembourse si t'as prêté 1 million de DAI, emprunté 500 000 Ether, sachant que le prix de l'Ether a évolué. Ils ont fait leur tambouille interne, on leur a un peu reproché ça d'ailleurs, parce que nous on s'est fait avoir à ce jeu, pour que en gros, tout le monde ne gagne, personne ne gagne trop, mais personne ne perd de trop. Et donc, nous, à la base, on était censé perdre, sauf que le jour où on a dumpé tous les Ethers qu'on a reçus, le lendemain, quoi, tout avait, ça avait pris de la valeur, et donc on a eu de la chance sur ça. Est-ce que vous avez été remboursé en Ether ? On a été remboursé en Ether. Et pas en USDC ? Si, on a eu un peu de DAI, un peu du USDC. Mais en fait, le hacker leur a refilé de l'Ether et du DAI, et donc nous, on a fait notre micmac avec l'Ether et le DAI qu'on a reçu. Okay. Bon, au final, vous avez gagné de l'argent. On a gagné, le protocole a gagné, je crois que c'était 1,4 million sur ça. Ouais. Ok, bon, pas mal de choses à dire, parce que tu as un stablecoin qui est censé à ce moment-là valoir à peu près $1,06, qui est passé à 65 centimes pendant quelques heures et qui est resté aux alentours des 70 centimes pendant quelques jours. T'es dans quel état d'esprit, toi, à ce moment-là En fait, une fois que le mal est fait, quoi. La question, ça sert à rien de s'apitoyer, c'est passé, et tu vas de l'avant, tu te dis, ok, comment je pose le protocole, comment je communique, comment je fais en sorte qu'il n'y ait vraiment pas d'asymétrie d'information, comment maintenant on a de l'argent, comment on organise la redistribution, faire vraiment la bonne chose, quoi. Que personne soit trop lésé, etc. Et en fait, on n'a pas eu trop le temps de se poser des questions sur notre vie en mode qu'est-ce que je vais faire après qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'on continue, parce qu'il nous restait de l'argent dans la boîte, parce que la boîte, on avait beaucoup de nos stablecoins, on avait aussi beaucoup de Euler, donc le protocole pour nous est différent de la boîte, et donc on se posait un peu toutes ces questions. On n'a pas eu trop le temps de se poser toutes ces questions-là. Et assez vite, quand on a compris, au bout de 10 jours, 2 semaines, on a compris qu'il y avait une probabilité non nulle pour que le hacker rembourse l'argent. Et on s'est remis à penser en mode, OK, ça ne doit plus jamais se passer. Comment on crée un autre système de stablecoin robuste à la SVB et robuste à si on a dans notre protocole des choses d'un protocole qui se font hacker ou dans la même situation de l'air, et comment on fait en sorte que ça se passe bien dans ce cas. Et pour revenir sur le call avec le FBI, comment ça s'est passé ? Le FBI t'a contacté par mail Non, c'est via nos investisseurs. Ok, Andresen Horowitz, qui m'ont mis dans la boucle. Il y avait tu arrives dans une conférence call, ils sont 10.
tous en chemise avec le t-shirt en dessous, quoi, comme Ouais. comme dans les films. Et non, ils sont forts, les mecs. Enfin, ils comprennent très bien. Ils demandent juste, bon, est-ce que tu sais des trucs que tu peux nous aider? Nous, on était la plus grosse victime. Et potentiellement suspect aussi, parce que si tu mets beaucoup d'argent dans un protocole, ça veut dire que normalement, tu as fait tes devoirs, tu as regardé ce qu'il y a, comment marche le protocole, et donc tu es susceptible d'avoir toi-même été l'auteur du hack. Et comme Euler, c'était dur leur relation avec le FBI, parce que l'équipe Euler aurait pu aussi voler l'argent. Et oui. Et normalement, c'est eux qui ont tout codé. Donc, un développeur aurait pu volontairement laisser une faille qui est passée inaperçue, attendre que la TVL grossisse et siphonner les fonds au Complètement. moment où ça se passe. Ok. C'est pas ce qui s'est passé en l'occurrence. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais il me disait, bon, bah, avec le FBI, on voulait les aider, mais en même temps, ils étaient un peu, non, vous êtes des suspects aussi, les gars. Et donc, nous, on leur disait, bon, bah, on leur a dit des trucs, si le hacker savait, je pense qu'on leur a rien appris, mais non, c'était intéressant. Ça a duré une demi-heure, hein, le call, pas plus longtemps que ça. T'étais intimidé ou non, pas du tout. Ouais, okay. Non, parce que mes investisseurs étaient venus avec moi sur le call. Non, de toute façon, t'as plus rien à perdre. Hein, donc, c'est bon, bah, je vais vous aider et vous nous appelez à n'importe quel moment. On fait tout pour vous. S'il faut mettre du pouvoir de dev, nous, on a envie de retrouver l'argent aussi. Donc, dites-nous. Et on est dans la crypto, donc j'imagine que déjà, on est dans des communautés Discord où c'est du H24. Comment vous avez réussi à gérer la communauté? Est-ce que c'était compliqué? Ce qui a été compliqué, c'est qu'on faisait très gaffe à comment on communiquait, parce qu'on avait peur des poursuites légales contre nous. Et donc, on communiquait tous nos messages. Enfin, c'était plus nous, quoi. On était un peu muets sur le Discord. Les gens nous reprochaient de pas trop parler. Et chaque message qu'on mettait, on le faisait relire par les avocats pour pas dire de conneries, vexer les gens. Et on faisait gaffe. Donc, ce qui était compliqué, c'est qu'on a dû changer notre posture par rapport à la communauté, en fait. Alors que normalement, on répond dans les 5 minutes, tout le monde sur Discord. Ok. Et c'est fou, genre, en une semaine, il s'est passé tout ça. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en une semaine, t'as eu l'expérience de plusieurs années, quoi. Non, c'est clair. Après, tu me dis, moi, j'aurais bien aimé éviter. Hein. Tu me remets un an en arrière, je retire tout de l'air. Au pire, on prend la marée sur l'USDC, c'est pas grave. Parce que tout le monde était impliqué sur l'USDC. Mais on s'en serait vraiment bien passé de tout ça. Et le remboursement de Euler, ça a eu lieu à quel moment? C'était au mois d'avril. Ouais, donc il y a quand même eu un mois qui s'est écoulé. Ouais, 3 semaines, un mois. Ok. 3 semaines, un mois. Et quand vous avez eu les fonds, alors jusqu'à ce que vous ayez les fonds, vous n'étiez pas sûr de continuer le protocole? Non, on s'était quand même dit, parce qu'on avait fait voter la seniorité des détenteurs du stablecoin. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y allait avoir certains participants qui allaient encaisser leurs pertes. Et on s'était dit, on va mettre le protocole dans un état où tout le monde peut rentrer, sortir sans problème. Le truc qui est complètement immutable, etc. Enfin, le mettre en mode passif, quoi. Et il vit sa vie. Et finalement, on a vu qu'on allait recevoir les fonds et qu'on allait pouvoir redévelopper d'autres systèmes. Donc, quand on a compris que les fonds allaient revenir, peut-être une semaine avant qu'on les ait vraiment, on s'est dit, bon, bah, ok, vas-y. On est reparti. Et en fait, à la fin de la période, on était à fond sur le redéveloppement de notre V2 du protocole. Basé du coup sur le post-mortem que vous avez fait. Sur le post-mortem, surtout sur la Silicon Valley Bank. Parce que le risque Euler, c'est un risque de contrepartie. Bien sûr, c'est ne pas être trop surexposé à un moment à une plateforme. Et nous, on faisait gaffe avant de ne pas être surexposé, mais le fait est qu'on aurait dû mettre des hard blockers sur le fait de ne jamais être surexposé à une plateforme. Non, surtout sur tout ce qu'on a observé chez Maker, chez Frax, tous les protocoles, toutes les dynamiques au moment du dépeg USDC pour faire un truc qui améliore par-dessus leur système. Ok. C'est quoi d'ailleurs les enseignements de ce post-mortem que vous avez tiré de... En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais c'est important que quand tu as un stablecoin, les gens puissent, qui est backé par un panier de différents actifs, que le stablecoin te donne un droit de rédemption sur l'ensemble du panier en proportion. Ce qui s'est passé chez Maker, c'est que les gens Maker, ils avaient de l'USDC, un autre stablecoin, il s'appelle du GUSD. Les gens ont fait USDC DAI GUSD, et donc ils se sont retrouvés à 100% exposés à l'USDC, qui est un actif faible, qui était un actif faible parce qu'en train de dépéguer, ils ont perdu tous leurs actifs forts. Et
ce qui est important, c'est quand tu détectes un dépeg d'un de tes actifs en réserve, que toutes tes expositions soient freeze. Sinon, comme tout système automatisé, tu vas tendre à aller vers l'actif le plus faible. Tu regardes par exemple les pull curves, la 3CRV, quand il y a un dépeg ou une alerte sur l'USDT, toute la 3CRV devient soit de l'USDT, enfin de l'actif le plus faible. Et en fait, quand tu es exposé au 3CRV, tu es exposé au plus faible du DAI USDC USDT. Et donc, nous, on a créé nos systèmes pour que ce ne soit pas le cas et pour qu'à chaque instant, nos utilisateurs puissent faire des rédemptions, et le droit de redeem l'ensemble du panier qui back le stablecoin. C'est-à-dire que si jamais il y a une alerte, eux, ils savent exactement à quoi ils seront lotis. Il n'y a pas de spéculation à avoir sur d'éventuelles décisions de la gouvernance sur une seniorité et tout. Ouais. Tout est déjà hard-codé et ce de façon automatique. Ouais, pour avoir une redistribution plus juste et plus objective en fait. Et complètement objectif et qui ne dépend pas des intérêts, parce qu'il y aurait pu avoir, nous par exemple, il y aurait pu avoir du désalignement d'intérêts où si les plus gros détenteurs de tokens étaient ceux qui allaient encaisser leurs pertes, et ils auraient voté pour que eux récupèrent tout, et contrairement aux détenteurs du stablecoin. Et d'ailleurs, pour donner le contexte, c'est vrai que vous aviez backé en USDC, et c'est vrai que l'USDC, c'est quand même le stablecoin dollar qui était quand même le plus safe, on va dire, parmi ceux centralisés, et même de manière générale. C'est-à-dire qu'ils avaient 75% de leurs actifs en bons du trésor américain, 25% à peu près en cash, dont 8% à la SVB. Mais ça restait quand même VS USDT, quelque chose de beaucoup plus safe. En fait, d'ailleurs, c'était un des points là, sur toutes les réglementations de MiCA, où MiCA impose qu'il y ait une grande partie des actifs qui soient gardés en banque. En fait, mettre son argent en banque, la banque, elle va faire des stratégies. Le risque d'une banque, il est plus élevé que le risque de l'État. Ouais. Et donc, Tether, ils disent, nous, ça n'a aucun sens pour nous de mettre de l'argent en banque, plutôt que de tout mettre en obligation d'État garantie par l'État américain, parce que c'est vraiment un risque de contrepartie en plus, quoi. Donc moi, maintenant, j'ai tendance à encore plus faire confiance au mécanisme où il y a beaucoup moins de risques de banque et purement des obligations d'État. C'est ça. Et encore mieux si tu peux éviter d'avoir la couche BlackRock qui te fait un ETF. Bon, après, nous, on est très exposés à BlackRock avec le protocole en ce moment. Mais Tether, je pense qu'ils peuvent se permettre d'acheter quasiment des plain obligation d'État. Ouais. Après, je pense que tu peux pas être à 100% parce qu'il te faut la liquidité pour assurer les entrées-sorties, mais tu peux peut-être être exposé à 90%, 95% de bons du trésor. Là, Circle, ils sont en train de faire un truc qui est assez incroyable avec BlackRock là, qui a lancé, qui a tokenisé un de ses fonds dans un token qui s'appelle le Beedle. Ouais. Tu vas pouvoir utiliser du Beedle pour minter de l'USDC. Waouh. Ouais. Et donc, ça, c'est ouf. C'est-à-dire que l'USDC, vu que Circle, de toute façon, c'est BlackRock qui est derrière, demain, tu peux venir avec directement ta share du fonds et avoir de l'USDC. Et à l'inverse, c'est-à-dire que ton USDC, tu peux toujours, pourvu que tu aies les KYC, etc., récupérer la share du fonds qui correspond. Ouais, donc tu t'abstrais de passer par du cash en banque, quoi. Ouais, exactement. Et excellent. Et alors, sur le post-mortem, vous vous avez dit on va changer les règles de gouvernance de l'AGE, qui est devenu l'EURA, mais c'était quoi un peu les grandes modifications? C'est un peu ce que je t'ai expliqué sur le nouveau système qu'on a développé qui s'appelle le transmuteur. Essayer de faire un mécanisme qui soit résilient, robuste, fair et surtout scalable. Et donc nous, je considère que déjà l'industrie n'a pas forcément trop appris. Genre Maker, ils n'ont pas changé leur mécanisme après le dépeg USDC. Tout le monde est un peu en mode c'est un Black Swan event qui arrive une fois de tous les 5 ans. Et de toute façon, si l'USDC tombe, on tombe tous. Donc à quoi bon s'embêter? C'est un peu dommage, surtout quand tu as une taille comme eux. Nous, on est beaucoup plus petits. Mais on a essayé vraiment d'apprendre et de se dire qu'est-ce qu'on aurait aimé voir comme système pendant cette situation-là. Et donc ça, c'est ça le mécanisme du transmuteur qu'on a codé, qui est en production sur notre stablecoin euro depuis le mois d'août. Ok. Alors dans votre collatéral, vous avez du bon du trésor tokenisé avec Backed.Finance. C'est en gros un protocole qui émet donc ce real world asset qui est un bon du trésor tokenisé. C'est un bon tokenisé euro ou... Donc parce que maintenant on a lancé un autre stablecoin dollar, on pourrait y revenir après. Mais oui, nous on achète dans le backing de l'euro, on a des parts tokenisées de fonds BlackRock ou Amundi qui investissent soit dans des bons du trésor, soit dans des obligations d'entreprise, mais investment grade, très courte maturité. Comme ça, on ne prend pas de risque de taux d'intérêt. En fait, la tokenisation, c'est un truc qui devient assez standard maintenant, parce que
C'est juste, je prends un actif qui existe dans le monde classique, je le garde dans un compte titre ségrégé ailleurs, et j'émets une représentation du token qui correspond au titre que j'ai en banque sur la blockchain. Et pour nous, on utilise ça comme instrument pour que tout le monde puisse voir qu'on génère du yield sur nos réserves et que tout le monde puisse voir l'actif tokenisé, chez nous. En fait, le fait d'utiliser des fonds tokenisés, ça permet de montrer, regardez, j'ai vraiment ça mon actif et j'ai vraiment ça mon passif. Et donc, c'est vraiment le top du top si tu veux créer des systèmes qui sont transparents. Parce que si tu dis, ah non, mais regardez, t'inquiète, j'ai investi dans des bons du trésor, mais qu'il n'y a aucune preuve avec des auditeurs qui attestent que le token correspond bien, que l'entité qui tokenise a bien les réserves, etc. Et c'est important de donner des preuves que tu as bien ce que tu dis que tu as. Et le problème, ce qu'on a reproché à Circle, c'est que personne n'était vraiment au courant de l'exposition qu'ils avaient à la SVB. Et l'intérêt pour nous d'une finance décentralisée, c'est que c'est une finance qui est transparente, où chacun peut se faire une idée du risque et comme des adultes dire, ok, non, je suis bon avec ça, je suis pas bon avec ça, je fais ce que je veux. Ouais, carrément, pouvoir en fait checker à n'importe quelle heure de la journée l'audit, l'état des comptes à l'instant T, quoi. Voilà, et nous, on te permet de te le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tu peux voir qu'on a bien les parts de fonds tokenisées dans nos réserves. Tu as juste à faire balance off sur le contrat, et c'est bon, quoi. Et des solutions comme Bakkt, j'imagine que c'est vraiment révolutionnaire pour vous, puisque vous êtes un protocole DeFi avec Angle, vous ne pourriez pas directement acheter, aller voir BlackRock et dire bonjour, on veut acheter des bons du trésor tokenisés. Tu es obligé de passer par un intermédiaire en fait, de ce type-là. Tu es obligé de passer, mais bon, maintenant BlackRock commence à tokeniser ses fonds, donc on pourrait passer par BlackRock directement. Peut-être bientôt. Si on regarde de façon assez approfondie, on leur parle, quoi. Vraiment à BlackRock, Securitize. Et en fait, il y a plein de gens qui font ça. Ce sur quoi ça se différencie, les tokenizers, c'est sur la liquidité. Mettons que demain, tu veuilles vendre un des actifs. Au bout de combien de temps tu récupères le cash ou les USDC qui correspondent? Généralement, c'est T+1, T+2. Sur des ordres trop gros, parfois, ils ne sont pas capables de gérer pour toi les rédemptions en un coup. Ils sont obligés de le faire en plein de petits coups. Tu as tout un aspect légal aussi de structuration, quelle licence ils ont. Mais à la fin, c'est le même métier. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'avec BlackRock, qui eux-mêmes tokenisent leurs fonds, en fait, tous les gens qui font de la tokenisation ou des produits vraiment liés au real world asset, les Hondo, les Midas, les Mountain, tous ces gens-là, ça vient des distributeurs BlackRock. Parce que tous dans la réserve, en fait, ils ont le fonds BlackRock qui a quelques contraintes. En fait, il faut être suffisamment gros pour pouvoir traiter avec. Mais tu regardes Hondo, Midas, c'est des solutions de pooling. Tu prends l'argent des utilisateurs qui individuellement ne pourraient pas interagir avec BlackRock, alors que quand tu passes avec Hondo, tu peux interagir avec le fonds BlackRock tokenisé. Alors, l'OUSG, par exemple, de Hondo, il me semble que tu es obligé d'avoir un ticket à 100K quand même pour pouvoir rentrer dedans. Et tu as quand même après plusieurs jours, je crois, pour redeem. Et ça va changer du coup. Je ne sais pas si c'est sur l'USG ou sur l'USDY. Leur stablecoin $, mais ça va changer avec Hondo qui prend dans son backing du BlackRock. Ok, ouais, donc le fonds Beedle en fait va vraiment changer pas mal de choses, quoi. Le fonds. En fait, il donne à tout le monde les outils de créer facilement des produits yield bearing on-chain pourvu que tu aies une taille suffisamment intéressante. Ok. Et donc tout le monde, en fait, c'est BlackRock qui va capturer toute la valeur, parce que tous les autres, c'est comme si BlackRock c'était le fermier et tout le monde était des Carrefour, des Auchan, etc. C'est que de la distribution, que du marketing, que être positionné aux bons endroits pour que les gens passent par toi plutôt que passent par les autres ou tentent des circuits courts si possible sont suffisamment assez gros pour passer via BlackRock. Ça marche. Et alors pour venir donc sur votre stablecoin, si on prend par exemple l'USDC et l'USDT, effectivement, je pense qu'ils sont mis bien entre guillemets parce que on a des bons du trésor qui génèrent un rendement d'au moins 5% par an, et s'ils mettent une bonne partie de leur réserve dedans, je crois que c'était USDT qui a fait 1 milliard de bénéfices au premier trimestre l'année dernière, quelque chose comme ça. Ouais, plus. Ils ont fait quasiment 6 milliards sur l'année 2023, donc ça imprime. Ouais, donc ce qui est beaucoup, et donc on a de plus en plus de stablecoins qui redistribuent le yield aux détenteurs du stable. Est-ce que avec vos stables à vous, les détenteurs perçoivent un yield ou il faut stacker peut-être vos stables? Comment ça marche? Donc nous en soi les détenteurs perçoivent un yield s'ils le veulent.
faut les déposer dans un contrat, dans notre produit d'épargne. Les immobiliser Non, tu les immobilises. Enfin, tu rentres, tu sors quand tu veux. Il y a aucun blocage à la liquidité. Moi, c'est normal et ça fait pour moi partie de la valeur des stablecoins. C'est pas normal que tout le monde ait de l'argent en banque sur lesquels tu gagnes 0 alors que la banque elle gagne sur ton argent. Bien sûr. Circle et Tether, ils sont tellement bien intégrés que les gens sont prêts à les utiliser sans forcément recevoir les taux d'intérêt qui y sont associés. Parce qu'en fait, ils concentrent toute la liquidité, en fait. Ouais, ils concentrent toute la liquidité. Tous les échanges sont construits autour d'eux. Et du coup, eux, ils peuvent ne permettre de donner aucun yield. Mais pour grossir, c'est important d'avoir ce mécanisme de partage. Il y a plein de questions légales qui se posent avec Mika sur comment tu fais ça et tout. Mais pour moi, c'est vraiment le killer use case des stablecoins à la fin. C'est que demain, tout le monde puisse dépenser avec de l'argent qui... tu captures la marge que les banques te prennent normalement sur toi. C'est vraiment une augmentation du pouvoir d'achat. En fait, c'est les particuliers qui remontent la chaîne de valeur, en fait. Ouais. Et on enlève un intermédiaire qui prend une marge qui n'a plus lieu d'être parce qu'on commodifie tous ces produits. Et c'est pour ça que pour les gens comme nous, c'est aussi très important la distribution via les cartes. GnosisPay, OneInch qui va lancer sa carte, il y en a d'autres. Pour que la construction se fasse... que les gens puissent avoir leurs produits d'épargne. C'est comme si tu pouvais dépenser avec ta carte bleue l'argent sur ton livret. Nous, c'est ça où j'ai envie qu'on arrive. Et on est vraiment pas loin. Oui, ça, c'est l'argent de ton compte courant te génère vraiment du rendement et à n'importe quel moment, tu peux quand même le dépenser et pas avoir besoin de le sortir. Ça simplifie vraiment l'expérience utilisateur. Et parlons aussi de votre stablecoin dollar, donc l'USDA. Parce que vous avez commencé avec un stablecoin euro, mais... D'ailleurs, pourquoi vous aviez commencé par un stablecoin euro et pas tout de suite dollar Parce que, alors, il y a deux grosses raisons. Déjà, nous, pourquoi ça a commencé à nous intéresser, c'est que personne ne faisait de l'euro. C'est dommage d'avoir la DeFi qui grossit sans, tu vois, donc une industrie aussi composable sans permettre aux gens d'avoir des primitifs de base. Donc les primitifs de base, c'est échanger dans sa monnaie sans avoir à craindre le taux de change, etc. Et donc, mais tous les Européens, nous, on les voyait trader en dollars, gagner des taux en dollars. Tu vois, quand tu prêtais sur Campa, on avait n'importe quoi. Et pourtant, tu pouvais te retrouver à perdre au risque de change. C'est vrai. Et donc, nous, c'était le point de départ. On s'était dit, on va créer la verticale euro. On regardait la taille du marché des stablecoins dollars par rapport à la taille du marché des stablecoins euros. La taille du marché euro par rapport à la taille du marché dollar. On se dit, il y a une énorme imbalance. Un énorme déséquilibre, pardon. Ça va se rééquilibrer, et donc on fait de l'euro. On aurait pu faire du dollar, on aurait peut-être dû en faire beaucoup plus tôt. On avait peur pour des raisons régulatoires de faire du dollar. Maintenant, c'est quand même un peu plus clair ce qui se passe, même s'il y a des billes qui vont arriver pour les stablecoins dollars et tout. Mais toute l'expertise qu'on a développée pour l'euro, elle se généralise très bien au dollar. C'est la même chose, c'est juste que nous, on change un oracle. Au lieu de regarder un oracle euro, on regarde un oracle dollar. Et c'est la même chose en soi. C'est la même chose. Ouais. Et en fait, vous pourriez scaler votre infra sur toutes les monnaies finalement. Il nous faut quelques fondamentaux de base. C'est bien si on a déjà un stablecoin de base dans cette monnaie. Nous, ce qu'on crée, en fait, on s'appelle les facilitateurs, un peu des couches lubrifiantes pour les stablecoins. L'USDC te donne pas le yield. Nous, tu rentres avec nous sans frais de transaction depuis l'USDC, on donne le yield dessus. Pareil pour l'ERC. L'USDC, souvent le coût d'emprunt est très variable à travers les plateformes. Nous, par exemple, l'EURA, tu l'empruntes à coût fixe. Et on joue le rôle de solution de pooling d'USDC qui permet d'accéder à nos utilisateurs d'accéder à des produits ou à de l'utilité qu'ils n'auraient pas s'ils voulaient le faire tout seul avec eux avec de l'USDC. Mais alors, pour venir sur ce stablecoin dollar, quand vous l'avez lancé, parce que je me dis, quand tu lances un stablecoin dollar, tu vas avoir... D'un côté, tu as un gros marché, mais en même temps, tu as une énorme compétition parce que tu as deux gros acteurs déjà bien en place qui, en fait, concentrent la liquidité. Et comment tu arrives justement à faire la différence? C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, tu le disais, il y a le yield. De l'autre côté, ton stable, tu as envie aussi de pouvoir l'échanger, je sais pas, contre du Bitcoin, de l'Ether et plein d'autres cryptos. Ouais. Et comment tu arrives en fait à générer de la liquidité sur toutes ces paires en fait? Alors, donc, nous, on fait en sorte que notre USDA, notre stablecoin dollar, soit convertible one-one avec de l'USDC. C'est-à-dire que la liquidité de l'USDA est la liquidité de l'USDC. Donc, si l'USDC est liquide avec Bitcoin ou Ether, l'USDA sera liquide avec Bitcoin et Ether. Ok. Et donc, on a déjà des gens qui font de l'arbitrage parce qu'ils voient que c'est moins cher d'emprunter de l'USDA. Et quand ils prennent leur levier, ils mettent du Wrapstactis, ils empruntent de l'USDA pour convertir en
en USDC et après en Wrapstectis, t'es mieux à emprunter en USDA qu'à emprunter en USDC. Ok. Donc, nous, on mise tout sur la liquidité. C'est vraiment le nerf de la guerre. Par rapport à tous les Mountain, Ondo, etc., ou ces trucs-là où tu as un KYC sur le marché primaire, la conversion peut te prendre un peu de temps, de l'USDC ou même de dollars sur des comptes en banque vers chez eux. Nous, c'est instant parce qu'on garde la couche de liquidité en USDC au moins 30% à chaque fois pour être capable de supporter à quelqu'un qui voudrait retirer jusqu'à 30% de la market cap du stablecoin. On mise tout sur la fiabilité, donc c'est les systèmes qu'on a développés post SVB Euler Hack. Donc c'est-à-dire garantir que notre stablecoin soit le plus battle tested à la fois dans les situations où ça va bien et dans les situations où ça ne va pas bien, enfin le plus robuste, le plus résilient. Et après le yield. Donc ça c'est les trois, et on a une quatrième verticale après. Le yield, nous le produit qu'on offre, tu dis c'est un produit stablecoin, les gens veulent l'utiliser pour payer, etc. Nous, ce qu'on cherche à offrir avec l'USDA, c'est le meilleur des taux sans risque DeFi et TradFi. Donc si la DeFi yield de plus parce que tout le monde est en train d'emprunter, tout le monde méga bullish, Ethena, je vais faire du carry trade. On se débrouille pour offrir un yield. On se débrouille, c'est-à-dire que notre système, on peut l'ajuster, c'est juste bouger un curseur avec la gouvernance pour que l'exposition aux produits DeFi soit plus importante et donc notre produit d'épargne paye un taux qui soit proche des meilleurs taux, vraiment très peu risqués DeFi. Et si la TradFi yield de plus parce que tout le monde est bearish, plus personne n'a envie d'emprunter on-chain et les bons du trésor yield 5%, on offre ce taux-là. Okay. Et tout ça englobé dans une couche où notre stablecoin, il ne sert pas que à faire de l'épargne. Je dis que le yield, c'est notre objectif principal. Il sert à faire du paiement, il sert à faire du prêt-emprunt. Et donc, on a beaucoup de stablecoins qui ne sont pas dans notre produit d'épargne, mais sur lesquels, nous, on gagne du revenu sur le backing derrière chaque stablecoin. Et tout le revenu qu'on génère sur nos réserves, y compris le revenu qu'on génère sur les stablecoins qui ne sont pas dans notre produit d'épargne, ils vont vers le produit d'épargne. Et donc, quand tu es dans le produit d'épargne, là, aujourd'hui, on paye du 20%. Aux détenteurs de STUSD. C'est pas parce que c'est du yield Ponzi, on fait des strats qui payent du 20%. Nous, en moyenne, sur nos strats, on gagne sur nos strats DeFi, on gagne 6-7%. Sur nos produits TradFi, comme tout le monde, on est à 5%. C'est juste qu'on a un stablecoin sur 4 qui est dans le produit d'épargne. Et donc, au lieu de payer 5%, je peux payer 20% aux gens qui sont dans le produit d'épargne. Ok. Et pour venir sur l'USDC, donc tu disais, toi, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'assurer la liquidité avec l'USDC. Et donc, en fait, c'est-à-dire que les utilisateurs, quand ils veulent trader, on va dire, votre stablecoin USDA contre n'importe quelle crypto, limite, ils passent par un OneInch ou un Paraswap, en fait, qui va trouver la meilleure route. Et en fait, USDA, USDC. Et après, USDC, et là, tu as toute la liquidité des paires USDC contre crypto. Et c'est pour ça que nous, l'intégration avec les agrégateurs OneInch et tout, c'est vraiment essentiel. Et là, OneInch intègre tous nos systèmes. Paraswap est en train, Odos aussi, un autre agrégateur. On a des solvers sur CoSwap qui connaissent nos systèmes primaires. Et donc, quand quelqu'un veut acheter de l'USDA depuis n'importe quel token sur toutes ces plateformes-là, il voit la route USDA, USDC, One sans frais de transaction et ça se passe bien. Ok. Et c'est quoi, là, du coup, là, les priorités là, que vous avez côté produit ou côté développement Alors, sur Stable et donc, ça me mène un peu à la quatrième verticale. Ouais. L'intérêt pour nous d'avoir un stablecoin dollar et un stablecoin euro, c'est qu'on peut construire des produits pour permettre d'échanger l'euro pour le dollar à un prix qui est proche des prix Forex. Le marché Forex, c'est des trillions de dollars par jour. Et c'est tout petit on-chain. C'est tellement petit que, nous, à notre taille, on doit capturer sur nos pools EUR-A USDC, on doit capturer quasiment 80% du volume. Et là, on a créé une pool EUR-A USDA avec 10 millions de dollars de liquidité, un peu plus même. On veut continuer de pousser pour créer la possibilité, et montrer, en proof of concept, que demain des boîtes, parce que c'est sur une infrastructure on-chain, parce qu'on offre suffisamment de profondeur de liquidité et parce que on arrive à bien s'assurer, etc., et qu'on est intégré dans tous les agrégateurs, n'importe qui peut envoyer de l'euro, du dollar, en passant par Circle, l'OnRamp ou à l'Offramp, ou tu as d'autres actifs qu'on pourrait activer. Donc en fait, on veut construire un système, ce qu'on appelle un hub Forex, où n'importe qui peut changer n'importe quel stablecoin d'euro, n'importe quel stablecoin dollar, un taux qui est très 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 proche du taux Forex. En fait, on veut rendre possible l'émergence de marchés Forex on-chain parce qu'on pense que les cross-chain payments, les remittances, c'est
un des trucs les plus importants à résoudre dans les crypto-monnaies. Et donc, on a plein d'innovations produits sur lesquelles on est en train de travailler. Après, un stablecoin, tu vois, c'est bien beau de se focaliser sur la technique. L'important, c'est la distribution. Quoi donc? Et donc, on est en train de travailler avec tous les gros wallets, les échanges, pour l'adoption de nos stablecoins et pour mener aussi plus loin à l'adoption de nos systèmes Forex. Ouais. Mais justement, j'allais te parler d'adoption parce que c'est vrai que tu parlais des plateformes d'échange. Aujourd'hui, avec la loi MiCA, on a vu, il y a l'USDT qui a été délicé de OKEx. J'imagine que ça va être suivi par pas mal d'autres exchanges en Europe. Et il a été délisté pour les clients européens. Hein. Mais du coup, vu que vous n'êtes pas trop dans le scope de MiCA, parce que vous êtes un stablecoin décentralisé, basé sur la DeFi, et donc la DeFi n'est pas dans le scope de la loi MiCa, la réglementation MiCa. Est-ce que c'est mort pour l'instant d'être lissé sur des plateformes régulées en Europe ou, Il y a encore une zone de flou parce que MiCa met une exemption à la DeFi. Donc, potentiellement, c'est pas un actif qui est illégal. Et exemption à la DeFi, nous, on a fait quand même tous les efforts. Notre gouvernance a lieu on-chain. Le voting power est bien distribué entre les différents participants du protocole. Donc, on coche quand même toutes les cases pour être considéré comme un stablecoin décentralisé, même si on a encore pas mal d'influence, tu vois, dans ce qui se passe. Je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui avance, prenne... parce que ça peut être un risque pour eux de devoir requalifier leur activité s'ils listent des actifs comme le DAI ou comme nous. Il faut qu'il y en ait un qui avance et après les autres vont suivre. Ok, il faut que ce soit un gros de préférence. Faut que ce soit un gros de préférence, ouais. Et ouais. Ça marche. Et dernier sujet, c'est vous avez lancé un side project qui s'appelle Merkle. Ouais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Merkle, c'est notre petite niche qui marche très 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 bien en ce moment. Qu'est-ce que c'est Merkle, c'est une solution en fait qu'on a développée en interne chez nous pour attirer de la liquidité sur les paires avec de l'AURA sur Uniswap V3. Attirer de la liquidité donc via des incentives, c'est quelque chose qui est compliqué à faire en tant que émetteur d'incentives parce que par exemple sur Uniswap V3 toutes les positions sont différentes, tu obtiens un NFT quand tu fournis la liquidité et du coup mettons que moi j'ai un budget de 100 comment je sais combien je donne à qui nous on a développé cette solution pour nous. Un mécanisme qui est basé sur ses propres heuristiques qui est assez efficace, des règles de répartition paramétrisables qu'on a généralisé parce que ça marchait bien pour nous, donc on s'est dit on va mettre l'outil à disposition de tout le monde. Là aussi ça a très bien marché. On travaille avec les plus grosses fondations Arbitrum, Optimism, Uniswap, AV sur leurs incentives sur des pools de liquidité. Et ça a tellement bien marché. Et en fait, on a compris qu'il y a un vrai besoin de tous les protocoles, toutes les fondations, d'être accompagnés de façon technique sur la façon dont eux, dans leur croissance. Parce que tout le monde va faire des systèmes de points, des énormes airdrops à des milliards de dollars. Souvent, c'est fait un peu au doigt mouillé par des teams qui sont dédiés à ça, qui du coup n'ont plus le temps à allouer à leur protocole, alors que c'est quelque chose de secondaire. C'est quelque chose qui peut être commodifié. Tu vois, genre, j'ai pas besoin de développer des heures à développer un bot, de passer des heures à développer un bot pour incentiver des gens sur Uniswap V3. Il y a d'autres gens qui doivent l'avoir fait, un truc qu'on peut réutiliser, c'est facile. Ces autres gens, c'est nous. Et donc nous, Merkle, c'est une solution. On travaille avec vraiment pas mal de personnes dans l'industrie sur tous leurs programmes d'incentive, tous leurs programmes de reward, tous leurs programmes de croissance on-chain et off-chain. On a un paradigme technique qui fait que c'est facile l'intégration avec Merkle et que d'un point de vue utilisateur, c'est très friendly. C'est-à-dire que tu vas participer dans un protocole comme Uniswap, tu vas recevoir tes rewards directement. Ouais, en quoi d'ailleurs quelle fréquence je veux dire, en quel token ça dépend. Ouais. N'importe qui peut créer sa campagne, dire je vais incentiver les gens qui mettent de la liquidité sur tel pool sur Uniswap. Ouais. Et c'est toi qui décides après où est-ce que. C'est en fonction de ce qu'a mis la personne qui généralement ils mettent leur jeton de gouvernance parce que ça te coûte rien. Mais le but pour les protocoles, c'est vraiment de finance décentralisée, c'est vraiment en fait c'est un outil un peu de grosse pour
d'acquisition hein, pour finalement récompenser les utilisateurs, pour attirer la liquidité en fait. Ouais, exactement. Et donc, tu vois, on s'est focalisé liquidité concentrée. Maintenant, on supporte n'importe quel type de use case. Donc, on travaille avec des protocoles de lending, des protocoles de perpétuel. On fait des points, on fait des airdrops, on fait absolument tout. Notre but, nous, c'est de créer la plateforme où, en tant qu'utilisateur, pour eux, c'est la meilleure expérience possible pour être rewardé, user-friendly en termes de qu'est-ce que je gagne, à quel moment, le breakdown de ce que j'ai gagné. Et la plateforme où les protocoles qui veulent grossir, ils ont accès à ce pool d'utilisateurs très qualifiés qui utilisent l'outil parce que c'est quelque chose qui leur fait gagner du temps, qui leur fait gagner de l'argent, qui leur fait éviter de prendre des risques. Parce que chez Merkle, tu n'as pas à staker ta liquidité pour être éligible. Et du coup, c'est ça qu'on veut construire. On veut construire le Reward Hub que tout le monde utilise on-chain. Et demain, tu vois, tu peux étendre un peu plus loin. Toutes les boîtes qui vont faire des programmes de fidélité ou même, on a plein de logiques un peu de paiement fléché dans Merkle. Donc, tout ce qui est ticket restaurant, etc., c'est des trucs qu'on devrait être capable de gérer avec le paradigme qu'on a adopté sur Merkle. Ok. D'ailleurs, c'est une team dédiée en interne ? C'est une team dédiée en interne. Ça l'était pas, et depuis 1 mois et demi, c'est une team complètement dédiée parce que en fait, ça explosait trop. Ça explosait trop. Ça marchait vraiment trop bien, et ça commençait à nous prendre du temps de cerveau vraiment à tout le monde. Et donc maintenant, c'est une team complètement isolée qui travaille sur ça. Enfin, isolée. On est ensemble, mais c'est une team qui est dédiée. Ok. Et vous pensez à terme splitter les deux entreprises ou pourquoi pas. Ok, ça marche. Merci beaucoup Pablo. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot de la fin, je sais pas, une conviction que tu veux partager sur l'écosystème ou un projet que tu as vu c'est une carte blanche ? Non, je pense que c'est encore c'est plus mon point moi sur tu vois tous les gens qui construisent un peu dans l'écosystème. Le plus important pour moi, c'est de pas se laisser distraire par l'économie de l'attention que c'est en train de devenir. Tout le monde est en train de c'est une économie, c'est un milieu qui est hyper financiarisé. Tout le monde a des tokens, tu peux devenir tu vois, il y a des gens qui montrent leur token, il explose, ils deviennent riches rapidement. Faut quand même construire des produits, pas forcément pour les narratives, mais parce que ça résout un vrai besoin. Et je trouve ça dommage des gens qui et ça se trouve, tu vois, nous on va finir par le faire. Genre c'est horrible de se faire avoir par des gars qui sont juste plus malins là-dessus sur la gestion de leur token qu'au niveau produit. Essayons tous quand même de construire des produits qui facilitent la transition d'une finance telle qu'elle se fait maintenant vers une finance sur les blockchains, parce que c'est un standard qui est plus efficace, qui bénéficiera au pouvoir d'achat de tout le monde. C'est comme passer du fax au mail. Donc c'est des gains de coûts, de rapidité. Ça rend nos vies plus faciles. Mais le problème, c'est que si on se laisse tous distraire par la dernière narrative du moment, et au lieu de mettre 10 ans à arriver à cette réalité, ou 10-15 ans, on va mettre un siècle. Et moi, ça me tord un peu en ce moment, et j'incite tout le monde à pas se faire avoir par ça. Ok, t'as pas des noms, hein, mais des exemples de projets, sur des narratifs. En gros, c'est quoi ? Non, mais tu as tous les projets qui vont faire des AVS, EigenLayer, du liquid restaking. C'est une excellente idée, tu vois, EigenLayer. C'est un peu survalo par rapport à ce que ça va être à la fin, la valeur que ça va accroître. C'est beaucoup de spéculation, mais même, tu vois, les mêmes coins, genre, je connais des teams, ils ont fait des mêmes coins, ils ont fait des forks SushiSwap / Uniswap au moment où c'était à mode, juste pour faire leur aller de cash grab en cash grab. J'aime pas trop. Ouais, c'est un peu des pop and dump de projets, quoi. Voilà, exactement. Ok. Et d'ailleurs, sur ce point-là aussi, je pense qu'il y a quand même l'aspect régulation, hein, si on veut qu'il y ait ce point entre la TradFi et la DeFi. Je pense que pour que, par exemple, les banques veuillent tokeniser leurs standards financiers, je pense que ça prend du temps aussi quand même, parce qu'il y a un peu ce délai incompressible en termes de régulation. Ouais, en fait, eux sont pas prêts pour nous et nous on n'est pas prêts pour eux. Tu peux pas te mettre dans une industrie où tu risques de te faire hacker à n'importe quel moment. C'est beaucoup trop risqué. Il y a plein de dynamiques d'onboarding, tu vois, tous les trucs, les EIP, d'account abstraction qui arrivent ou qui sont déjà passés. Faut réussir à faciliter le flow d'utilisateurs, et ça passe par ces EIP là. Et faut réussir à réduire le risque perçu pour les banques, mais ça implique aussi être, nous en tant qu'industrie, beaucoup plus rigoureux pour que on puisse pas se faire hacker. Il y a tout plein de choses qui font pour que demain les banques, etc., arrivent sur les cryptos et des acteurs plus institutionnels. Et la meilleure façon d'y arriver, ça va être de construire des produits qui leur montrent qu'en utilisant une infrastructure blockchain par rapport à une infrastructure TradFi, ils peuvent gagner de l'argent et du temps. Et que ça peut potentiellement être encore plus sécure. Et que ça peut potentiellement... Ouais, non mais oui, t'as raison. Que ça peut être plus sécure. Ça marche. Merci beaucoup Pablo. Merci Gary. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié notre échange avec l'invité du jour.
Avant qu'on ne se quitte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Crypto Coulisses, ça vous permettra d'être les premiers informés des prochaines interviews. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et enfin, bien sûr, je suis preneur de vos feedbacks en commentaire pour améliorer la qualité du contenu. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite sur Crypto Coulisses. Salut!